À l'image de la vigne meurtrie par une grêle dévastatrice, les viticulteurs girondins sont encore sous le choc, 48 heures après l'orage. C'est arrivé et ça a martelé, déchiqueté, regardez, déchiqueté le pied. Pour la centaine de vignerons concernés, c'est désormais l'heure des comptes. Loïc de Roquefeuille a passé son week-end dans les rangs à constater l'ampleur des dégâts. Il a encore du mal à réaliser que 100% de ses parcelles ont été détruites. Impossible pour lui de produire le millésime 2013. Ici, écoutez, on fait 200 000 bouteilles. 200 000 bouteilles à 3 €, ça fait 600 000 €. Pendant 3 ans, j'étais assuré grêle, et là, depuis 2 ans, je ne le suis plus. Parce que c'était trop cher. Donc, je sais que tout est pour ma pomme, quoi. Plus de 4000 hectares de vignobles ont été ravagés dans l'entre-deux-mers à l'est de Bordeaux. Une catastrophe économique pour les petites exploitations dont la trésorerie était déjà fragilisée. Privés de revenus pendant 1 an, les viticulteurs sinistrés craignent pour leur avenir. Et il va falloir être très très vigilant au niveau de la taille, essayer de choisir des bois, de voir un peu avec des techniciens, de voir un peu comment on va tailler ça, et puis pour se projeter un petit peu sur le millésime 2014. Là, c'est vrai que le millésime 2013, en ce qui concerne ces parcelles, c'est compromis, quoi. La viticulture se relevait petit à petit de ces 10 ans de crise et voilà que tombe cette catastrophe d'une ampleur importante sur ce secteur qui va malheureusement poser des problèmes à beaucoup de viticulteurs, quoi. Selon une première estimation, les pertes sur l'ensemble des vignobles de l'entre-deux-mers s'élèveraient à plus de 100 millions d'euros. Dans les champs de Benoît Lefébure, la moisson vient de commencer. Un temps sec qui permet de faucher les blés, mais avec au moins 15 jours de retard. On va en voir enfin une fenêtre de tir suffisamment longue pour nous permettre de moissonner. C'est-à-dire que globalement, il nous faut 15 jours à 3 semaines selon l'état d'avancement des cultures pour nous permettre de réaliser la moisson dans de bonnes conditions. Cette année, la météo a joué bien des tours aux cultivateurs. Déjà lors des semis, l'automne avait été très pluvieux, un temps qui s'est prolongé jusqu'au printemps. Le grain cette année est de belle qualité, on a un bon remplissage. Par contre, c'est en quantité que cette année ça va être moindre, de l'ordre de 10 à 20% selon les parcelles. Un constat qui peut s'effectuer sur la quasi-totalité des céréales. La production française devrait d'ailleurs être en recul de 3%. Ce producteur de maïs estime quant à lui sa perte à 1/4 de sa récolte. Vous voyez un maïs qui est en début de floraison, là il est à 1,50 m à peu près, alors qu'une année normale il devrait être plutôt à 2 m, 2,20 m au moment où il commence à fleurir. C'est du tout au tout en termes de température et de climat, avec un temps très ensoleillé et plus du tout d'eau. Donc forcément la plante, il y a eu une période où elle n'a pas pu grandir comme elle aurait dû grandir normalement. Avec une moisson aussi difficile, de lourdes conséquences économiques sont à craindre, d'autant qu'il va falloir aussi nourrir les bovins et que les stocks de fourrage sont au plus bas. Le départ se fait comme tous les jours pour cet ostréiculteur de Marennes-Oléron. Mais le cœur n'y est pas. Freddy Privat sait déjà ce qu'il va trouver sur ses parcs. Des huîtres mortes, ouvertes et vidées par les poissons. Un phénomène inexpliqué qui touche surtout les huîtres triploïdes, ces huîtres élevées en écloserie. Il faut continuer à travailler et je ne peux pas me permettre d'arrêter de travailler ces lots. Pour le peu qui reste, il faut quand même le faire. Sur place, le constat est rapide et malheureusement conforme aux prévisions. Le calcul est vite fait, près de 60% des huîtres sont mortes, invendables. C'est une hécatombe, c'est dramatique. C'est un vrai drame. Pour un producteur que je suis, c'est un vrai drame. Voir mes bébés mourir comme ça, c'est pas normal, quoi. Je travaille pas pour faire des huîtres mortes. Rien n'explique pour l'instant cette surmortalité des huîtres triploïdes. Surtout qu'elles touchent de manière aléatoire les parcs des ostréiculteurs. Et pour Freddy Privat, il est devenu impossible de gérer sa production. Je ne sais pas si d'autres lots vont être impactés. Aujourd'hui, on est sur un lot. J'en ai d'autres qui sont aussi touchés sur d'autres parcs un petit peu plus loin. J'en ai encore d'autres qui ne sont pas touchés, ou très peu. On ne sait plus. Le phénomène ne concerne pas les seules côtes charentaises. Les huîtres triploïdes du bassin d'Arcachon sont également touchées, et parfois à près de 80%. Les ostréiculteurs tiennent pourtant à préciser que les huîtres naturelles, c'est-à-dire élevées en mer, ne sont aucunement concernées par cette soudaine mortalité.
Ils font du porte-à-porte pour offrir des prêts, équipés de brochures et de cadeaux. 800 employés de banque arpentent chaque jour les rues de Wuhan pour vendre leurs services financiers et leurs taux d'intérêt compétitifs. Ils cherchent chaque occasion d'attribuer plus de prêts. Les banques locales utilisent cette stratégie de porte-à-porte pour trouver des personnes qualifiées pour demander un prêt. On pense que cela peut les encourager à soutenir les PME. Hu Hongyan tient un atelier de fabrique de boutons dans la rue commerciale Ranjiang de Wuhan. Elle a emprunté 150 000 yuan à une banque pour agrandir son commerce. Obtenir un prêt est plus facile qu'elle ne l'aurait pensé et elle bénéficie de taux d'intérêt attractifs. Je n'ai pas de voiture ni de propriété à mettre en hypothèque, mais ils ont dit que ce n'était pas nécessaire. Ils ont juste vérifié ma licence, mon chiffre d'affaires et mes réserves, et ils ont accepté de me prêter la somme. Ru espère obtenir d'autres prêts bancaires pour faire agrandir son affaire. Elle fait partie des 19 000 chanceux de la ville qui ont bénéficié de ce service direct pour leurs prêts. Si l'on utilise ce système de porte-à-porte, ce que 70% de notre clientèle cible sont comme ces gens que vous venez de voir. Ils n'ont jamais demandé de prêt à la banque et ils pensent que le seuil des banques est trop haut pour qu'ils puissent bénéficier d'un prêt. La Banque commerciale rurale de Wuhan est la première banque de Chine à mettre en place ce système. Fin juin, la banque comptabilisait déjà 19 000 prêts attribués à des PME de Wuhan. Grâce à cette initiative, les profits ont doublé par rapport à il y a 3 ans. Wuhan compte aujourd'hui plus de 110 000 PME qui luttent pour survivre malgré le ralentissement des demandes qui frappe le pays. Les régulateurs bancaires locaux disent vouloir encourager plus de banques à adopter cette stratégie. Nous espérons créer un mécanisme spécial pour le financement des PME. Nous allons leur accorder des prêts quelle que soit la somme et la raison. Nous leur prêterons à des taux plus acceptables et plus flexibles, qu'ils aient des hypothèses ou non. Je pense que de nombreuses banques innovent en ce moment pour répondre à cette demande. Ces derniers mois, le gouvernement central a accéléré les réformes afin de stimuler la croissance économique et de soutenir les PME du pays. Cet événement, qui a eu lieu dans la capitale du Fujian, a rassemblé une grande variété d'arts et d'objets chinois originaires du Fujian et de Taïwan. Le Wing Chun s'est récemment fait une place parmi le public chinois dans une série de films de kung-fu et de séries télévisées. Cet art martial, très prisé, a été présenté ici par maître Zhang Zujie. Il a ainsi rassemblé les foules de visiteurs passionnés d'apprendre quelques conseils en kung-fu. Cela demande un formidable contrôle de son corps. Vous avez besoin de solliciter des muscles puissants pour exécuter les mouvements correctement. Vous avez besoin de déployer vos attaques et votre défense sur une courte distance, seulement 2 à 3 cm. Ailleurs, un autre art martial chinois est présenté sous une forme très différente, l'opéra de Fujian. Ce qui joue maintenant est une pièce de singe. J'ai mélangé 2 arts, la danse et les arts martiaux. C'est un nouveau spectacle que j'ai adapté à mon propre style. Dans la zone d'exposition des objets, les étudiants goûtent à des variétés traditionnelles et raffinées locales et uniques. Ce qui a révélé, à leur grand étonnement, qu'on peut retrouver l'héritage dans la vie de tous les jours, comme le thé au jasmin, préféré des Chinois. Il est fait avec une méthode qui existe depuis des centaines d'années. Plus de 2000 visiteurs ont participé aux célébrations de la jeunesse chinoise. Avec un peu de chance, cet événement leur permettra peut-être de prendre conscience qu'il s'agit de leur héritage. On nous avait prévenu, la route promet quelques sueurs froides. Et le mythique col de Sanipas ne souffre aucun relâchement. Allez voir ceux qui se cachent derrière ce mur de pierre, ce château fort naturel, aux créneaux massifs. Le Lesotho est un pays qui se mérite. Un bout du monde, à près de 3000 mètres d'altitude, le pays le plus haut perché de la planète. Un petit royaume aux postes frontières et aux douaniers paisibles. Rares sont les envahisseurs à s'être risqués jusqu'ici. Notre tampon en poche, nous allons nous remettre de nos émotions à la chaleur du charbon. Une adresse que nous a donnée un vieil ami routard. Bienvenue dans le plus haut peuple d'Afrique.
Je vis seulement à 50 km dans cette direction, sur la frontière avec le Lesotho. Et ça me prend 2 jours pour venir ici. Le propriétaire, lui, est arrivé de Grèce et il a trouvé ici son Olympe. Le premier matin, j'ai regardé en bas et les nuages étaient sous mes pieds. Je me suis dit, je suis au paradis ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? C'était incroyable. L'envie de vérifier par nous-mêmes va nous pousser hors du lit. 6 heures du matin, le monde est bien là, à nos pieds, encore assoupi sous une nappe de brume. Au premier rayon, la montagne s'embrase, le Lesotho nous a ouvert sa porte et son immense plateau minéral. Mais l'impression d'être seul au monde va vite s'estomper. La route est riche de curieux compagnons, dont voici l'un des plus étranges. Dans ses mains, un simple bâton de bois et du crin de cheval. Je joue pour ne pas m'ennuyer. Je ne veux pas m'endormir et perdre mes moutons. La vie est dure ici. En hiver, il y a beaucoup de neige. Pas un berger ne se risquerait à oublier son instrument. La musique, aussi vitale au peuple Basotho que le cheval, ou ses curieuses couvertures. Comme ce cavalier nous en fait la démonstration. Quand on achète un cheval, on achète la couverture. Les deux vont ensemble. On ne peut rien faire sans. Dans ce pays sans route, ils auront fait 8 heures de trajet pour aller voir leur bétail. Alors, pour s'épargner des kilomètres inutiles, les habitants ont inventé un système imparable. C'est ma lumière. Les gens qui habitent loin et qui sont malades, ils voient ce signal et ils savent que je suis là. La consultation en médecine traditionnelle coûte à peine 1 € et commence toujours par le rituel de la bouteille d'eau. Cette bouteille d'eau va lui révéler ce que vous avez à l'intérieur de votre corps. Contre la tuberculose ou les maux de ventre, Ntona demande aux plantes de l'aider. Écoute leurs réponses. Nos plantes ont de grands pouvoirs parce qu'elles résistent à un climat bien plus rigoureux qu'en Afrique du Sud. Pourtant, le peuple Basotho n'a pas toujours vécu ici. Jusqu'au 19e siècle, il occupait ce que l'on appelle les basses terres, ces plaines que l'on aperçoit au loin. Et puis les Blancs sont arrivés, comme nous le raconte ce chef de village. Des gens sont venus de Hollande, des Blancs comme vous. Ils nous ont repoussés dans les montagnes parce qu'ils cherchaient de l'or. On n'a pas pu défendre nos terres. Ces gens fabriquaient des armes, ils étaient très forts. Et nous, on n'avait que des pierres à leur jeter. Les montagnes sont devenues un refuge, mais aussi un enfer pour cette société isolée où tout se fait encore à la main. Mais l'histoire offre toujours sa revanche à ceux qui ont l'éternité devant eux. Le Lesotho est riche d'un trésor inestimable, un or bleu, une eau pure et inépuisable, revendue aujourd'hui aux oppresseurs d'hier, les voisins sud-africains. Une eau qui donne aussi au pays cette herbe si verte, un paradis pour la délicate chèvre angora, dont la laine mohair est l'une des plus réputées. Nous voilà dans le plus vieil atelier de tissage du pays. La laine, on la coupe, on la file, on la teint et on en fait des plottes comme celle-là. Sur les métiers, nous retrouvons ces couleurs, cette vie simple et contemplative, ces silhouettes qui font l'identité du Lesotho. Ce royaume dans le ciel, comme l'appellent ses habitants, dont la beauté est sûrement l'un des secrets les mieux gardés de la planète. L'exposition internationale des jardins de Chine a ouvert ses portes en mai. Depuis, elle a attiré entre 20 et 30 000 personnes par jour. Chose surprenante, le lieu qui a été choisi pour l'aménagement de cet immense espace vert est une ancienne décharge de matériaux de construction. Il est difficile d'imaginer qu'il y a à peine 4 ans, cet endroit était encore une décharge. Les paysagistes ont tenté d'exploiter au mieux la topographie en cuvette de ce lieu pour y aménager ce joli jardin.
On a baptisé ce jardin la vallée aux 1000 fleurs. Les plantes ont ici deux fonctions: stabiliser le sol grâce à leurs racines et recréer un paysage typique de Beijing avec des plantes locales. Si les jardins français font se plier la nature à leurs plans, les jardins chinois, eux, suivent les courbes que leur impose la nature et s'y adaptent. Ainsi, ils cherchent à intégrer le plus possible d'éléments déjà présents naturellement. Un défi pour les paysagistes. La conception de ce jardin est basée sur deux principes, le respect du lieu et l'intégration. Respect du lieu, on entend que s'il y a une colline, on ne va pas la raser, on fait un jardin sur la colline. Ici, la topographie présente une vallée, donc on a fait un jardin en fonction de cette vallée. Pour l'intégration, vous pouvez voir que nous avons intégré 4 éléments du paysage. Les montagnes à l'ouest, la tour Yongding, la rivière Yongding, et enfin le paysage urbain avec les tours qu'on voit en toile de fond. En levant la tête, on aperçoit également la ligne de train à grande vitesse qui traverse le parc. Mais pour arriver à ce résultat, il a d'abord fallu réhabiliter le terrain. Lorsque cet endroit a été choisi pour accueillir l'exposition en 2009, c'était encore une cuvette de 22 hectares remplie de détritus. Pour la combler, il aurait fallu 7 millions de mètres cubes de terre. On a donc pris le parti d'utiliser cette topographie particulière pour aménager la vallée aux 1000 fleurs. Pendant les travaux, comme le sol était très en pente et la terre molle et instable, les grosses machines ne pouvaient pas passer. Il a donc fallu combiner plusieurs techniques, comme le compactage dynamique, les rouleaux compresseurs, le géotextile et les barricades. En Chine, c'est très rare d'utiliser autant de techniques différentes sur un même chantier. Voici à quoi ressemblait autrefois cet endroit. Il y avait jusqu'à 2000 personnes qui venaient collecter des déchets ici pour les revendre. Pendant 4 ans, des centaines de personnes ont travaillé à cette transformation. On a utilisé ce terrain de 22 hectares qui était une décharge. On s'est inspiré des méthodes utilisées dans la construction du parc Burchard au Canada. Ensuite, on a fait planter des plantes et des arbres typiques de la région. Cet endroit est vraiment exemplaire en matière de réhabilitation environnementale à Beijing et dans toute la Chine. En Chine, comme dans de nombreux pays du monde, on s'attache de plus en plus à la réhabilitation des friches industrielles. Transformer ces endroits présente de nombreux défis, mais le résultat est à la hauteur des efforts fournis. Le château de Malbrouck domine depuis 6 siècles un petit village de 400 habitants frontalier avec l'Allemagne. Et aujourd'hui, côté allemand, à 1 kilomètre du château, un chantier va faire surgir 7 éoliennes. Elles mesureront le double de celles que l'on aperçoit déjà du château. Le maire du village a découvert le projet par hasard. J'ai vu que des mastodontes de 180 mètres allaient être érigés au bord de la frontière, directement au bord, au château, et puis encore des nuisances sonores aussi. Car au village, les habitants se sentent impuissants face au projet allemand. Ils ne bénéficieront ni de la production énergétique des éoliennes, ni d'aucune retombée économique. Mais leur environnement va changer sans avoir été consulté. On nous rabat les oreilles avec l'Europe, on fait partie du patrimoine européen. Oui, mais on n'a rien à dire, quoi. Je veux dire, les gens sont pas, on peut pas se concerter, on peut pas, et je trouve que c'est dommage. La concertation franco-allemande n'a pas eu lieu, mais nous avons contacté par téléphone l'entreprise responsable du projet. Elle affirme avoir prévenu par courrier la préfecture de Moselle, qui n'a pas réagi. Loin de la polémique pour les touristes qui visitent le château, ce nouveau projet d'éolienne n'est qu'une menace pour la beauté du site. Ça défigure complètement le paysage, quoi. On a déjà la centrale nucléaire d'un côté, les éoliennes de l'autre. Bon, pour un beau château comme ça, c'est vraiment dommage de gâcher le cadre comme ça. D'ici la fin de l'année, les éoliennes allemandes seront opérationnelles et feront face aux 70 000 visiteurs annuels du château de Malbrouck. Un chemin unique vers l'illumination. Chaque matin, Tsenden Namgyal et ses élèves se consacrent à la création de tankas. Ces travaux reflètent le respect de leurs âmes pour le bouddhisme tibétain. Le travail délicat du pinceau, les personnages pleins de vie et les couleurs intenses et riches font la beauté de l'art du tanka.
Ceux qui peignent les tankas doivent croire au bouddhisme. Ceux qui ne sentent pas le Bouddha vivre en eux ne seront pas capables de bien le représenter. Tseden dit que les tankas méritent leur réputation. Leur création prend du temps et demande de grandes compétences et des matériaux coûteux. Une de ces peintures peut demander plusieurs mois de travail. Nous avons rencontré Tsenden Namgyal pour la première fois il y a 15 ans. Il était le premier peintre de tanka à ouvrir un atelier dans la rue Barkor de Lhasa en 1996. Il nous disait alors qu'il voulait voir cet art vivre à travers ses efforts. L'un de ses élèves était Lobsang Tenzing. À l'époque, il n'avait pas vraiment conscience de ce qu'il faisait, mais sa concentration montrait qu'il avait le potentiel pour devenir un maître du tanka. Âgé aujourd'hui de 28 ans, Lobsang Tenzin suit toujours son maître à l'atelier. Il a passé les 15 dernières années à perfectionner sa technique. Il dit qu'il a trouvé l'illumination grâce à l'art et pense que c'est un voyage unique. Les différents peintres de tanka ont des styles différents. Les œuvres de Maître Tseden sont un mariage de représentations traditionnelles et modernes. Il utilise des motifs et des lignes simples, mais délicats, pour montrer la sagesse et la bonté du Bouddha. La création de tanka est ancrée dans la culture tibétaine. C'est un moyen de transmettre la philosophie bouddhiste. Il représente en général les dieux du bouddhisme ou des épisodes célèbres des mythes religieux. C'est une forme d'art, mais aussi un objet sacré, un outil d'enseignement et plus encore. La transmission de cet héritage est également de la responsabilité de Tsenden Namgyal. J'espère enseigner à plus d'élèves cette forme d'art unique et lui permettre d'être apprécié dans le monde. J'espère que cet art sera transmis aux jeunes générations. Tsenden Namgyal a consacré 40 ans de sa vie à cet art. À présent, ses élèves, comme Lobsang Tenzin, peignent leurs propres œuvres. Ils espèrent qu'un jour, les tankas tibétains fleuriront à travers le monde. Bien qu'elle n'ait pas été sélectionnée pour accueillir les matchs de football de la Coupe du Monde 2014, Florianopolis espère que les fans qui viendront du monde entier feront un petit détour jusqu'à la ville. Sur la pointe nord de l'île, le chic quartier de Djourere ou de luxueux hôtels comme le Campanario se prépare à accueillir des équipes qui s'entraîneront et se reposeront entre les matchs. Une zone de 500 acres contenant non seulement l'hospitalité et les services, mais aussi des loisirs et du divertissement et la nature. Nous sommes entourés par une réserve naturelle. Notre plage est complètement protégée, avec des programmes environnementaux stricts. Donc nous avons un bon environnement et sommes une bonne destination pour recevoir une délégation de football et tous les fans qui les suivent. Et l'île a quelque chose à offrir à tout le monde, en particulier à ceux qui aiment la nature. Entourés de 42 plages, les visiteurs marchent à travers une végétation luxuriante vers des plages désertes ou populaires chez les surfeurs comme Praia Mole, un endroit prisé des jeunes. J'ai décidé de venir en voyage avec mes amis et nous cherchions d'autres destinations à part Rio et Sao Paulo. Nous avons choisi Florianopolis. C'est bien sûr très beau, les gens sont géniaux, c'est vraiment cool. Les plages sont superbes, beaucoup de restaurants et de bars. La nuit, la population de Djourere se dirige vers les clubs. Il y en a pour tous les goûts, avec tous les genres musicaux. Il semble donc que les gens qui viendront ici durant la Coupe du Monde trouveront l'endroit parfait pour s'amuser et se détendre. Début d'après-midi à Saint-Florent, sous un soleil de plomb, à l'heure où les vacanciers sont à la plage, c'est déjà l'effervescence sur la scène du festival. Prêt à poser, attention c'est lourd, posez. Il y a toujours des choses dernière minute qui, on va dire, qui couaquent un petit peu. Alors là, en l'occurrence, c'était une semi-remorque qui a pris un jour de retard. Mais bon, on arrive à compenser et puis à rattraper le retard et puis ça va aller très très bien. Sur scène, avec plus de 2 heures de retard, les balances ont enfin débuté. Mais en contrebas, côté exposant, on est encore un peu à la traîne. En fait, l'idée, c'est que quand on a fini de décharger, on va se garer. Vous voyez, là, c'est le chantier. Et par un coup de baguette magique, abracadabra. La magie a fonctionné et alors que le bar à champagne fait le plein, en coulisses, c'est l'heure du dîner pour la centaine de bénévoles et des derniers instants de calme pour les artistes. 1 heure avant de jouer, on demande à tout le monde de nous foutre la paix.
Et on passe la dernière demi-heure à faire des échauffements, à raconter des blagues. On a besoin qu'il se passe quelque chose humainement entre nous et qu'on soit vraiment tous bien les uns avec les autres avant de monter sur scène. C'est important. On joue dans 2 minutes, on envoie le speaker dans 2 minutes. 21h30, place à la première partie. Puis les têtes d'affiche font enfin leur entrée en scène. La 15e édition du festival Porto Latino est lancée.